Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Christine. En pleine crise d'adolescence, sa fille Sophie prend ses distances jusqu'au jour où elle lui annonce qu'elle est enceinte. Comment vous avez réagi? J'ai eu un sentiment de honte. Mais honte vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de vous-même? Honte par rapport à moi, parce que j'aurais dû le voir. Puisque tu as fait Et aussi l'histoire de Sylvie qui ne parvient plus à contrôler les crises de colère de son fils. Tu quoi? Tu tends quoi? Bah les couilles. Allez, s'il te plaît, Thierry, t'as plus qu'un quart d'heure là. Thierry? À quel âge vous avez été convoqué pour la première fois par un directeur d'école? 6 ans. 6 ans? Pour vous dire quoi? Avec que Thierry avait coupé les cheveux à la petite qui était devant lui. Il avait sectionné les bretelles des cartables. Il a sectionné les lacets des enfants qui étaient assis. Ou encore l'histoire d'Odile. Pour sortir sa fille de la délinquance, elle l'a envoyée en séjour pour adolescents difficiles en Afrique. Dans mon esprit, je me disais, elle va finir en prison, elle va faire quelque chose de très grave. À l'heure des retrouvailles, elle va voir si le comportement de sa fille a changé. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et merci de nous recevoir. Nos ados ont des crises, on dit même que c'est plutôt normal et plutôt sain. C'est une étape qui leur permet de se construire et de s'affirmer pour pouvoir atteindre l'âge adulte. Mais voilà, il arrive que certains ados dépassent les bornes et franchissent les limites du supportable. En tant que parent, quelle est alors la meilleure attitude à adopter? Faut-il les secouer, les sanctionner, essayer de négocier ou de discuter, tenter de comprendre leur mal-être et si, malgré tous ces efforts, votre enfant finissait quand même par vous échapper? Malgré leur vigilance, nos invités d'aujourd'hui, des mamans essentiellement, ont perdu un jour le contrôle de leur enfant. Elles sont venues nous raconter ces années difficiles et je vous demande de les encourager, de bien les accueillir sur le plateau, ainsi que leur fils et leur fille. D'abord Christine et Sophie, bonjour à toutes les deux. Vous êtes mère et fille. Oui. Je regarde toujours les ressemblances, ouais, et les yeux. Alors qu'elle était encore une adolescente, Sophie, qui est donc votre fille à vos côtés, s'est retrouvée enceinte. Vous avez été surprise? J'ai été choquée, oui, bien sûr, très surprise, car je ne m'étais pas perçue de rien du tout. Pour vous, elle en était où de son développement personnel? Elle était une adolescente rebelle, comme toutes les filles de cet âge-là, je suppose. Et je ne savais pas du tout qu'elle avait une relation avec quelqu'un et que ça puisse arriver. Alors souvent, les filles en parlent avec votre maman, vous ne vouliez pas en parler, vous? Non, non. Pour moi, je ne savais pas pourquoi j'en parlerais à ma mère, quoi. Pour avoir des conseils, pour... Ouais, non, mais non. Je préférais pas en parler, en fait. Comment vous avez su que vous étiez enceinte? En fait, déjà, j'avais pas mes règles. Et je me sentais mal, j'ai senti mon ventre bouger. Et là, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, je crois que je suis enceinte. Elle m'a dit, on va aller voir le docteur tout de suite. Et le docteur a confirmé. Ça fait 3 mois et demi, 4 mois. Odile, bonjour. Vous avez 4 filles. C'est avec en fait l'avant-dernière, Eugénie, que vous avez eu le plus de soucis. Elle est tombée dans ce qu'on appelle la petite délinquance, c'est-à-dire? C'est des bêtises un petit peu au-dessus de la moyenne. C'est des petites bêtises un petit peu plus graves que les bêtises ordinaires. Des délits? Voilà, c'est-à-dire que ça commence par... on fume sa première cigarette en CE2. Mais CE2? ça, on s'en aperçoit pas. Moi, je me suis... Pareil, j'étais... je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va passer, passe là-dessus. Et puis après, ça s'enchaîne, on vole des scooters, on vole des cartes bleues, on fracture des hôtels, après on fait des gardes à vue, on fait des... Sympa, des petites bêtises. Oui. Florence et Paul-Édouard, bonjour à tous les deux. Bonjour. Comment ça va le petit ange? Ça va. Florence, vous avez 3 enfants. Votre Benjamin, c'est donc Paul-Édouard, ici présent, et qui a eu une crise d'ado particulièrement longue et précoce également. Oui. Qui s'est déclenchée à quel âge? Je sais pas, parce que vous allez me dire que c'est pas l'adolescence. Je pense qu'il a dû commencer vers l'âge de 6 ans. À se rebeller, sérieusement, de quelle façon? En fait, c'était une rébellion dans le sens où Paul-Édouard n'a jamais pris au sérieux quelque forme d'autorité que ce soit. Ni celle de professeur, ni celle de ses parents, ni celle de qui que ce soit. Aucune autorité n'est possible sur lui. Puis là, pour les parents, c'est dur à vivre. Tu t'en rends compte, Paul-Édouard? Oui, aujourd'hui, je m'en rends compte. Tu as quel âge? 16 ans. 16. Sylvie est la maman de Thierry. Thierry, votre fils, vous en a fait voir toutes les couleurs. Vous aussi, vous dites que c'est mi-ange, mi-démon, c'est-à-dire que, alternativement, ange et démon? Oui, mais il est très gentil, c'est un amour. Et puis, il suffit qu'il ait un non, qu'il ait une frustration, ça peut devenir un monstre. Par exemple? De quelle façon? Ça peut aller des insultes, mais des insultes très grossières et qui font mal? Qui font très mal même. Ça peut être des gestes mal placés, ça peut être il va se mettre à tout casser dans la maison.
et ne pas se plier du tout à l'autorité. Il est capable de partir, alors je lui dis de rester ici. Enfin, voilà, aucune autorité. Depuis qu'il est tout petit, alors c'est... Mais Thierry, ça a commencé déjà en maternelle. Il avait fait tomber un petit gamin qui faisait du tricycle parce qu'il voulait, puis il lui avait tapé la tête sur le goudron jusqu'à ce que le petit lui donne le tricycle. Et puis après, oui, ça a été crescendo. Hein. Alors on essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi un jeune garçon ou une jeune fille a du mal à supporter l'autorité. Vous avez décidé en tout cas de le laisser vivre sa vie à son rythme. Ce jeune homme, en effet, s'irrite très très vite dès qu'il est contrarié, en fait. Alors bon, mais là, il est 11h. Je vais aller réveiller Thierry. Parce que bon, si je le laisse, ça peut être 11h, comme ça peut être 14h. Bon, Thierry ne dormait toujours pas cette nuit à 2h30. Il mangeait, il regarde la télé, il joue à sa play. Et puis voilà, donc là, on va aller le réveiller maintenant. À 14 ans, Thierry, le fils de Sylvie, n'est plus scolarisé depuis 2 ans. Insolent, colérique, il s'est fait renvoyer de toutes les écoles. Aujourd'hui, il suit des cours particuliers à domicile. Son professeur arrive dans 1 heure et Thierry est encore au lit. Allez, Thierry. 11h. De quoi? Allez, tu te lèves. Ben, tu sais ce que tu as à faire, tu te dépêches parce qu'il y a Eric qui va arriver. S'il te plaît, Thierry. Non, je te lâche pas, tu viens ranger ta chambre vite fait, d'accord? Oui, c'est bon, allez. Allez, dépêche-toi. T'as 5 minutes, là. Et tu vas faire français aujourd'hui, puisque tu as fait maths l'autre jour. Oui, mais normalement, c'était maths. Non, tu as fait maths l'autre jour. Donc, Thierry. Oui, mais je m'en bats les couilles. Normalement, c'était maths, donc c'est maths. Tu quoi? Tu t'en quoi? Bats les couilles. Ah bon? Dès qu'on lui dit non, dès qu'il est frustré, dès qu'on le contredit, il rentre tout de suite dans de la violence, pas possible. Et pourquoi, je sais pas. Allez, s'il te plaît, Thierry. Allez, non, sois gentil. Allez, fais ta chambre, il va arriver. T'as plus qu'un quart d'heure, là. Thierry? Midi, le professeur arrive, mais Thierry n'est vraiment pas d'humeur à travailler. Je vais le chercher, je vais essayer de le convaincre. Il veut pas faire de français, toujours. T'as besoin de parler comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça, Thierry? Hein? Thierry, je te parle gentiment, moi. Merde. Thierry, s'il te plaît, allez. Bon, tu viens en tous les cas faire ton cours avec Eric? Thierry aura tenu tête une dizaine de minutes avant de se mettre finalement au travail. Pendant qu'il étudie dans sa chambre, sa mère nous raconte le parcours scolaire tumultueux de son fils. Je crois que la première semaine de CP, j'étais convoquée déjà à l'école. Et parce que Thierry avait sectionné les cheveux de la petite fille qui était assise devant lui. Donc, il lui avait coupé sa tresse. Il a sectionné les lacets des enfants. Ensuite, moi, j'avais été convoquée par le directeur. Le directeur m'avait dit qu'il y avait un gros souci avec Thierry, qu'ils allaient essayer de mettre en place quelque chose pour essayer de mieux le cadrer. Et donc, Thierry, quand il allait chez le directeur, ensuite, il était fier d'aller chez le directeur. Donc, même ça, il ne le craignait pas. Et après, la maîtresse a été arrêtée. Elle a fait une dépression nerveuse parce qu'elle supportait plus Thierry, quoi. Moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal. Ça me... Tu te comportais comment à l'école? Moi, des fois, bien. Mais bon, des fois, quand j'y arrivais pas avec les profs, ils me disaient d'aller me rasseoir, qu'ils me mettaient un 0 parce que je leur avais demandé tout ça. Je prenais mes clics et mes claques et je m'en allais. Moi, je travaille de façon... Enfin, je m'adapte un petit peu à son niveau. À partir du moment où il arrive à être concentré, on fait un travail formidable. Il y a des fois où l'heure, on voit pas l'heure passer. Par contre, dès qu'il y a le petit incident ou la moindre distraction, ben, c'est pas évident de le cadrer, de le canaliser de façon concentrée sur 1 heure. Si Thierry peut être parfois calme, dès que sa mère a le malheur de lui demander de l'aide pour les tâches ménagères, il explose. Tu prends le balai, Thierry, tu vas ramasser. Va chercher l'autre balai. Ça, c'est le balai pour balayer dehors. Oh merde. Thierry, s'il te plaît. Thierry, s'il te plaît. Viens finir de ramasser. Allez, viens. Bon. Et depuis quand t'as ces excès de... Depuis tout petit. Depuis tout petit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe depuis tout petit? Depuis tout petit, ben voilà, j'ai des crises et tout ça, enfin, voilà. Que j'ai envie d'en finir, quoi, enfin que j'aimerais que ça s'arrête, toutes ces crises et tout ça, quoi.
que t'arrives pas à les contrôler? J'arrive même pas du tout à les contrôler, quoi. Mais Thierry n'est pas le seul à ne plus supporter ses excès de colère. Frédéric, sa grande sœur, lui en veut de faire souffrir leur mère. Tu fais tout pour que tout aille bien, d'accord? Mais toi, ça... mentalement, tout ça, ça te ronge. T'en peux plus. Et si un jour tu lui dis non, tu vois que ça dérape parce que tu l'as trop habitué à lui dire oui à tout. J'en ai marre d'entendre claquer les portes. J'en ai marre d'entendre fils de p... des vulgarités que ouais, j'ai plus la force d'entendre. Je lui laisse... je crois que je suis trop fatiguée. Et petit à petit, oui, je me désintéresse de Thierry parce que j'ai plus la force. De toute façon, on y arrivera. On a du chagrin pour vous quand on voit ça quand même. Hein. Où est-ce qu'il est Thierry actuellement? Il est là, avec moi. Avec vous? Vous avez du mal à le laisser seul? Je peux pas le laisser seul. C'est même pas inimaginable. Enfin, je peux pas imaginer le laisser seul. Pourquoi? Parce que Thierry touche à tout, Thierry démonte tout, Thierry se mêle de tout, Thierry... Non, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il fait de ses journées à vos côtés? Je vous le dis franchement, il me bouffe toutes mes journées. Parce que Thierry est tout le temps en train de me solliciter pour tout. Et alors, ou bien il est tout le temps derrière moi, ou alors carrément il s'en va. Et je ne sais pas où il est, il rentre quand il veut, il mange quand il veut. Voilà. J'en finis par plonger de temps en temps en dépression, parce que je ne le supporte plus. Vous n'avez plus de vie pour vous? Non. Vous êtes toute seule à la maison? Oui. Est-ce que c'est lié à votre séparation, vous pensez, le comportement de votre fils? En termes de timing, en tout cas, parce qu'après, les choses ne sont pas aussi simples. Hein. Mais disons que Thierry était déjà violent avant, mais certainement que le divorce et tout a été provoqué à cause de ça. Et depuis que le papa est parti, ben oui, c'est ça. Ça s'aggrave de plus en plus. Qui est maman seule ici? Moi. Maman. Vous? Oui. Vous? Moi. Vous? Vous? Non, moi je suis remariée. Des enfants de divorcés, en tout cas, oui. pour la majorité. Geneviève, je pose la question, vous êtes thérapeute familiale. Est-ce que c'est une explication suffisante pour comprendre qu'un enfant nous échappe, le divorce? Certainement pas une explication suffisante, mais tous les enfants ont besoin d'avoir deux parents en face d'eux, ou au moins dans leur tête, enfin que l'éducation puisse se faire conjointement, si possible. Alors bien sûr, dans les cas du divorce, ça complique les choses, mais il me semble que la situation de monoparentalité est particulièrement difficile à gérer pour les parents isolés, parce que l'enfant lui-même n'a pas sous les yeux deux personnes qui sont en train de discuter, de montrer une relation de communication voilà, à peu près éventuellement difficile, humaine. Mais avec une possibilité de trouver des solutions. C'est-à-dire que pour eux, la confrontation est une situation qui va vers la rupture. Et la rupture, elle peut être cherchée et en même temps faire très peur pour l'enfant, surtout au moment de l'adolescence. Mais déjà avant, on le voit bien dans les situations de petite enfance. Oui, on a l'impression que c'est de plus en plus jeune. Est-ce que c'est une banalité de dire ça ou est-ce que ça touche... Oui, l'adolescence, bon, on a coutume de dire actuellement que l'adolescence prend de plus en plus jeune, que dans ce qu'on appelait la période de latence, il y a déjà des adolescents. Mais je crois que c'est parce que les frontières ne sont plus du tout nettes et que la crise oedipienne, la crise... En fait, l'adolescence n'est jamais qu'une répétition de la crise du jeune enfant, entre 3 et 5 ans, mais avec la maturité sexuelle, donc la possibilité de se confronter en tant que presque adulte à l'âge adulte. Donc ça change les paramètres et c'est ce qui fait peur en général. À quel âge vous avez été convoqué pour la première fois par un directeur d'école? 6 ans. Et ça vous fait mal au cœur parce que vous l'adorez, votre fils, en plus. Et vous dites, il est super gentil. Ouais. Il est super gentil. C'est dur à comprendre, j'imagine. C'est dur à faire comprendre aux autres. Mais je ne sais pas si les autres peuvent comprendre. Parce que beaucoup d'amis me disent, mais non, ton gamin, il est gentil comme tout. Mais ce que vous avez vu dans le reportage, c'est ce que je vis tous les jours. Votre fille, elle peut vous aider, elle essaye. Où est-ce que vous êtes, Frédéric? On vous a aperçu dans le reportage. Vous êtes là. Vous essayez d'aider votre maman ou c'est trop dur pour vous? Je la soutiens déjà. Ouais, beaucoup de la soutenir surtout. Lui dire que ça va aller, qu'on va y arriver, qu'on va s'en sortir, tout va se calmer au bout d'un moment.
Vous essayez de communiquer avec votre petit frère? Vous avez de la complicité? On communique, oui, on rigole souvent, mais on va rigoler, comme on va se prendre la tête, mais ça peut être violent. Et puis 5 secondes après, voire 1 minute, on va se reparler normalement. Il suffit que je lui dise non pour quelque chose, pour que ça enclenche une colère. Et donc après, on est obligé de tout faire pour que tout se calme. Paul-Édouard, quel regard vous portez sur ce petit garçon? Vous avez l'impression de vous voir? Non, pas de me voir, parce que les violences que j'aurais pu avoir sur ma mère, moi, ça m'a terrifié rien qu'en avoir la pensée. Donc, je dirais pas un jour, j'aurais pas le courage, parce que ça peut arriver à tout moment. Et puis, je sais pas, c'est une question de courage. Hein. Mais je le plains honnêtement. Parce que déjà, moi, faire du mal, rien qu'avec des paroles à ma mère, au fond de moi, j'en ai honte. Donc lui, s'il fait souffrir sa mère au point que tous les jours, elle soit là à discuter, à essayer d'arranger les choses et se faire insulter, ça ne doit pas être facile tous les jours. Pourtant, tu as été loin avec ta maman aussi, toi, à un moment. Tu t'es même fait peur? Très loin. Je me suis fait très peur, moi. Un été où j'étais en train de laver mes chaussures, enfin j'allais prendre de l'eau dans l'évier pour laver mes chaussures. Ma mère m'a poussé en disant, tant t'es gentil, tu laves pas tes chaussures maintenant, moi je fais la vaisselle. Et je lui ai répondu sur un élan de colère, t'es chiante. Donc, réflexe d'une mère, me mettre une gifle. Et je suis sortie en claquant la porte en disant c'est impossible et tout. Et ma mère est sortie en me disant t'as pas à me dire ça et tout. Et je l'ai poussée. Et à ce moment-là, mon beau-père est sorti de nulle part. Il m'a couché par terre d'une force. Et j'ai rien compris. Et je me suis fait tellement peur que j'étais obligée de dire des choses absolument horribles pour essayer de partir et de trouver un échappatoire. Et honnêtement, j'ai eu très très peur ce jour-là. Ça part vite, quoi. Ça monte vite chez toi aussi. Ouais, j'ai souvent démarré au quart de tour. Votre fils a ces moments-là, vous pensez? Thierry, quand il a des crises de violence, mais très très fortes, souvent après la crise, il se met à pleurer. Et puis il me dit, je comprends pas pourquoi je fais ça. Il me dit souvent, j'ai peur un jour, je vais te faire du mal. Si, ouais, souvent il regrette aussi après. Mais quand il est en crise, enfin quand il a une crise, on ne peut rien faire. Vous pouvez pas le raisonner? Non. Qu'est-ce que vous en pensez, Odile, vous? La politesse n'est plus, le respect n'est plus. On est dans un mode où c'est la violence, c'est le borderline, il n'y a rien qui accroche. On a tout essayé avec mes autres filles. On prenait tout. On prenait l'humour, on prenait la musique, on prenait la joie, on prenait aussi la violence, on prenait les menaces, on prenait les insultes. On renvoyait ce qu'on nous renvoyait, enfin ce que Eugénie me renvoyait, mais c'est très difficile parce qu'on sent que ça n'accroche pas. On sent ça. Et pourtant, il faut continuer à aimer ses autres enfants et les élever aussi. Là, moi, j'ai traversé une longue période où j'ai vraiment eu l'impression de ne plus aimer personne, quoi. Ça, c'est clair. On est isolé, seul, on est. Et puis il y a un sentiment d'injustice, j'imagine aussi. Et le problème, c'est que ça prend tout le monde, ça prend toute la famille. Quelqu'un qui déraille, ça emporte tout. Et puis à ce moment-là, il n'y a personne. En fait, il n'y a personne. Mais c'est vrai, quand on a ce sentiment, on se dit, attends, ça vient de moi, cette personne vient de moi, donc c'est moi qui suis en cause là, c'est ma faute, donc on est dans quelque chose de très, on s'enferme et on n'a pas d'autre solution. On se demande pourquoi l'un et pas les autres. Parce que moi, Paul-Édouard est le dernier de 3. Une accident d'écart avec son frère aîné, 4 ans avec sa sœur, j'ai jamais rencontré, vous n'allez pas me croire, le moindre problème de discipline. La donne est la même. Pourquoi je ne croirais pas? Avec les aînés. Non, mais je pense que les parents peuvent se rassurer de cette façon-là aussi, non? J'imagine, de voir que... C'est terriblement désarmant. Après, il faut essayer d'imaginer d'où ça vient. Alors, vous êtes posé des questions de savoir s'il y avait si ses nerfs étaient touchés, quoi. Enfin, nous, au début, je parle au niveau CP, hein, on disait, bon, Thierry est un enfant hyperactif, vu qu'il n'arrête pas, il ne tient jamais en place. Et puis, en fin de compte, ça a été crescendo, mais c'est pas vraiment l'hyperactif qui ne tient pas en place, c'était vraiment ce problème de violence. Jusqu'au dernier temps où mon médecin m'a dit, il faut faire des analyses pour Thierry, parce que je pense que Thierry est schizophrène. Et donc là, dernièrement, on a fait pareil, une analyse, et Thierry n'est pas schizophrène non plus. Et qu'est-ce que vous en pensez, malgré les analyses? Moi, j'ai encore un doute que Thierry a quelque chose qui tourne pas rond. Vous avez peur pour la suite aussi, pour plus tard? Ou en même temps, vous l'espérez? De pouvoir reprendre un peu votre vie, quoi. Ah oui, oui. Enfin, moi, ce que j'ai peur, c'est que Thierry devienne délinquant, parce que je ne me sens pas du tout aidée par tous ceux qui sont autour de moi. Je parle du conseil général, je parle de tout le monde qui connaissent plutôt l'histoire de Thierry. Je ne suis pas du tout aidée.
Et ouais, je sens que Thierry m'échappe, que je n'arrive plus du tout à contrôler quoi que ce soit. Et je crois que Thierry va droit dans le mur si personne ne nous vient en aide. Comment on pourrait vous aider? Mais déjà en le scolarisant, en le mettant dans une structure adaptée. Pour l'instant, il ne peut plus aller nulle part? Non. Pour le moment, enfin là, je suis en attente d'une structure, mais Thierry, il faut dire qu'il a un niveau scolaire très très bas, CM1, CM2, il a 14 ans. Donc il n'y a aucune structure qui peut le prendre vu son niveau scolaire. Je trouve ça normal, Geneviève, que les mamans se posent la question de savoir si l'enfant est hyperactif ou s'il y a un autre problème. Oui, moi je suis toujours très, très sceptique avec cette question de l'hyperactivité. C'est sorti. C'est le grand mot à la mode. Oui, c'est le grand mot à la mode. Bon, ou schizophrénie ou... Alors carrément, la schizophrénie à cet âge-là, ça n'existe pas. Je pense que Thierry, comme les autres enfants, et ce que disent les mamans est fortement intéressant. C'est des messages de souffrance et des messages qui se sont installés et il y a eu une escalade de messages qui n'ont pas été entendus et qui ont un sens, enfin comme Paul. Et qui ont été transgressés après, donc on prend l'habitude de la transgression, non? Oui, puis tout le monde s'est adapté. En fait, tout le monde a essayé. On voit bien que la mobilisation de la famille, hein, toute la famille se met à essayer de s'adapter aux symptômes et finalement l'enfant gagne parce que son questionnement à lui et sa difficulté à lui, c'est de savoir mais est-ce qu'on m'aime, qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je vais devenir, est-ce qu'on me comprend, et toutes ces questions-là ne trouvent pas de réponse et il tape un peu tous azimuts. Alors c'est difficile de dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à votre avis? Justement, changer sa vie en fonction des comportements de l'enfant? Moi, je pense que les parents font toujours le mieux possible et tout le monde fait le mieux possible au moment où il le fait. Quoi qu'on fasse, c'est qu'on n'avait pas d'autre idée, on ne pouvait pas faire autrement. Alors ça ne sert à rien de se culpabiliser. Non, mais pensons à tous ceux qui sont en train, qui sont avec des enfants de cet âge-là, 6-7 ans, qui commencent à perdre le contrôle. Voilà, alors il y a des signes, par exemple de couper les cheveux, puis d'aller couper les lanières, puis de recommencer le lendemain et de voler. Ce côté répétitif veut dire quelque chose. À ce moment-là, cet enfant, il disait, mais vous ne me voyez pas, voyez-moi, regardez ce que je fais, regardez jusqu'où je fais, mettez-moi des limites. Alors une fois qu'on a décrypté, il faut mettre les limites. Voilà. Vous avez l'impression d'avoir laissé filer des choses, vous, quand il était plus petit? Alors, moi, j'explique un petit peu le comportement de Paul-Édouard par rapport à ses frères et sœurs, parce que je me suis quand même posé des tas de questions. Ouais. Je pense qu'au moment de la rupture avec son papa, il avait 2 ans et demi. Il était beaucoup plus jeune que ses frères et sœurs, donc je pense qu'il n'a jamais eu de vrais souvenirs de notre vie de famille avant la rupture. Il a donc connu ce choc terrible de la séparation affective très tôt, et petit, il se construisait des histoires, il se racontait des histoires. Et je pense qu'en fait, il s'est construit un monde. Et il a manqué quelque chose, en fait, à sa construction du départ. Donc, tout d'un coup, c'était la révolte, donc aucune autorité, puisqu'en fait, nous, on avait été capables de casser quelque part quelque chose, sans doute, auquel il croyait. Derrière, je pense qu'il a tout envoyé valdinguer à cause de ça. Qu'est-ce que tu en penses, Paul-Édouard? Je pense pas que je me suis raconté grand-chose, quand même. J'ai vu... des choses, donc j'ai vu mes parents. J'ai plus de souvenirs de mes parents divorcés que mes parents ensemble. À 2 ans et demi, oui. Mais je me suis pas raconté d'histoire. Enfin, je pense pas m'être raconté des histoires. Tu as fabulé quand même pas mal. Non? Mais c'est nécessaire, madame. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. Je pense qu'à 2 ans et demi, la toute-puissance de la pensée fait qu'il peut imaginer que c'est lui qui a séparé papa de maman. Ça tombait drôlement bien parce que papa, à cet âge-là, on a un peu envie de le mettre à l'écart. Je me suis rebellée à 10 ans quand même. J'ai commencé à me rebeller à 10 ans. Pas avant? Ah non, avant. Oui. Avant un petit peu, mais je me souviens à 10 ans avoir dit dans des thérapies familiales que je devais être une des causes des séparations de mes parents. Et je ne me souviens pas avant avoir dit grand-chose sur la séparation de mes parents. Mais parce qu'on ne peut pas le dire plus jeune. Mais on le vit justement de manière extrêmement émotionnelle. Et le fait de le vivre de manière extrêmement émotionnelle, ça passe par le corps. Et c'est pour ça, l'hyperactivité, ça pourrait être ça. C'est-à-dire tout passe par le corps. Parce qu'on n'a pas les mots pour le dire. On me l'a qualifié souvent d'hyperactif. Oui. Je ne l'ai pas vraiment pris en compte. Moi, la seule chose que j'ai essayé de faire, donc depuis 16 ans, c'est de ne jamais céder. Donc quand il est violent, je le prends par les épaules, je lui dis tu vas te mettre dans ta chambre, moi j'ai pas envie ce soir, j'ai pas envie de me battre. Donc tu montes et je veux plus t'entendre, donc je mets un peu de distance. Non. Difficilement, mais de temps en temps quand même on y arrive. Il a dit non. Non, oui, je sors. Il peut. Voilà, il sort, effectivement, il prend la porte. Ou alors je fais de l'humour quand il en fait, ce qui lui plaît pas du tout. Parce qu'en fait il n'aime pas qu'on les prenne là où ils en sont. Ou un peu de provoque comme lui. C'est la seule chose qui le...
Comme maintenant, on n'habite pas à Paris, j'ai du mal à voir mes amis le week-end. Donc, comme on habite dans un centre équestre, je sors, je vais voir les gens que je connais. Donc, ça te calme? Pas forcément, parce que quand je rentre, je suis toujours énervée, j'ai pas envie de parler. Parfois, je me souviens même de certaines fois où je montais dans ma chambre, je m'enfermais, je criais, je fais la grève de la faim. Bon, au bout de 2 minutes, ils arrivaient, ils me faisaient descendre, mais voilà. Comment répondre à ça? Vous pouvez pas répondre. Continuez. Comment le dîner est prêt, il y a un moment, il vient dîner. Et il venait dîner? Oui. Il venait me chercher. Et tu y allais? Ça y a un moment quand même où tu acceptais l'autorité? Non, il fallait me tirer quand même. Il fallait jamais lui montrer que c'était lui qui cédait surtout. En fait, l'idée c'est ça, c'est-à-dire de toujours manipuler pour qu'à un moment ou à un autre, finalement, il cède sans avoir le sentiment de baisser les chines. On va dire que moi, maman est petite, mais elle est costaud. J'ai jamais réussi à la voir déstabilisée par mes paroles. Donc j'ai toujours essayé de trouver des sujets méchants. Je m'en suis pris de ma sœur qui a des problèmes. J'ai tapé Quel genre de problème elle a, ta sœur? Et moralement, ma sœur, elle a des problèmes rétromoteurs en fait. Je sais pas comment expliquer ça, il faudra demander à maman. Et moi, je l'ai tapé physiquement et j'ai tapé violemment avec des paroles sur ses problèmes. Pourquoi? Je disais que c'était... parce que je sais pas pourquoi, mais il y avait des moments comme ça, je pouvais pas expliquer. J'essayais de m'arrêter et je pouvais pas m'arrêter. Mais pourtant, au fond de moi, je vous promets que j'essayais. Mais je sais pas, il y a quelque chose, une colère qui ressortait. Et je savais que c'était le seul point sur lequel je touchais maman. Les attaques, effectivement, il y a un moment, quand elles peuvent plus se porter contre moi, elles se portent sur les plus fragiles. Au collège? Au collège, j'ai fait beaucoup de provocations. Dans mon ancien collège, avant Saint-Martin, j'ai fait beaucoup de provocations. Et parfois, ça allait jusqu'à me réfugier dans le bureau de ma directrice parce que sinon, je me faisais démonter. Mais physiquement, je m'en prenais... Alors, je sais pas pourquoi, ça a toujours été quelque chose de... Chez moi, je me suis toujours pris au plus grand que moi. Jamais au plus petit. Il faisait toujours au moins 2 têtes de plus que moi, il faisait 3 fois ma carrure, mais je l'ai provoqué. Et tu es plus jeune dans la famille, hein? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne va pas faire des interprétations sauvages, mais on voit bien que Paul-Édouard, il cherche les limites, et des limites peut-être qu'il n'a pas eu de l'image qui lui manque. Là, pour le coup, les représentants symboliques paternels sont un peu là partout, l'autorité, les plus grands que soi, enfin bon. Et puis, et depuis qu'il parle, là, je l'entends, et il a vraiment besoin d'être grand avant d'être petit. Lui, il a une espèce d'inversion, il veut toujours être le plus grand et vérifier. Et en même temps, il veut vérifier que maman tient le coup. Et il est très fier d'avoir une maman qui tient le coup. Il tape parce qu'il sait qu'elle tient. Bon, il essaie de la faire tomber, c'est son boulot. Et elle, son boulot, c'est de tenir. Elle tient, super. Voilà. Ouais, d'accord, mais enfin, il y a des mamans pour qui c'est plus difficile quand même. Je signale que cette maman est quand même épaulée par un deuxième papa et que j'imagine qu'il y a des moments quand même où on se dit que vous dites que vous pouvez... Moi, j'ai la chance énorme que Paul-Édouard n'a jamais été déscolarisé parce qu'il a toujours avancé, et que la directrice, son chef d'établissement, est derrière nous, et que j'ai été remarquablement épaulée pendant 5 ans par elle, hein, au point qu'on a pris notre petit déjeuner toutes les semaines ensemble quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, pour qu'il soit bien conscient qu'il y avait quand même des limites. Il y avait des rails. Oui. Ça a été -5? Ah oui, oui. À quel moment vous avez douté, vous vous êtes dit j'y arriverai pas? Ça intéresse votre fils? Je pense savoir. Oui, 1 an et demi, je me suis dit vraiment, là, on est sur le fil. Et à tout moment, il peut basculer dans le mauvais sens. À tout moment. Ça, je l'ai senti. Parce que mon frère a eu une maladie, un cancer. Et donc, ma mère a toujours été à son chevet pour essayer de l'aider, lui, dans sa maladie. Donc, ton frère et ta sœur ont tous les deux eu des problèmes de santé? Ouais. Ils s'en sont sortis, plus ou moins. Et elle a toujours été à son chevet pour essayer de le motiver, pour qu'il s'en sorte. Ça en est sorti. Et moi... quand elle était à son chevet, elle n'était pas au mien pour me soutenir dans ma scolarité. Donc il fallait que je me fasse remarquer. Et je me suis jamais fait remarquer en bien. À part 1 ou 2 fois, j'ai dû avoir des bonnes notes, c'est tout. Elle a toujours été convoquée parce que j'étais insolent vers les professeurs, parce que... Violent aussi? À l'école, parfois. Mais pas... Enfin, j'ai pas eu une âme de bagarreur. De provocateur, oui. Je me faisais voir en tant que provocateur. Oui, c'est assez clair, tu veux te faire entendre, tu veux qu'on te considère comme un grand garçon. J'ai toujours été méchant avec ma mère, mais pas avec... Enfin, beaucoup moins avec mon père. Je l'ai été, mais beaucoup moins. Ou je le ressens comme ça, en tout cas, moi.
Votre fils Thierry, c'est le plus jeune à la maison aussi? Oui, c'est le dernier. Comment il se comporte vis-à-vis de ses deux sœurs? Alors avec la grande Aurélie, Thierry craint sa grande sœur, qui elle, je crois, a une autorité parce que bon, au bout d'un moment, elle frappe hein, s'il faut. Et puis avec Frédéric, il peut être monstrueux aussi avec Frédéric. Frédéric a eu un grave accident cet été de scooter. Il est allé jusqu'à lui dire qu'il regrettait qu'elle ne soit pas morte. Il lui a mis un couteau sous la gorge. Wow. Elle avait des difficultés pour marcher. Lui aussi, il pouvait la bousculer, la faire tomber. Frédéric en souffre énormément. Vous avez l'impression que vos enfants ont été élevés différemment, les troisièmes, que les deux premiers? L'une comme l'autre? Moi, Thierry étant le dernier, je pense que c'était le seul garçon. En plus, c'était mon petit garçon, le seul. Je crois oui, qu'il a été un peu... Enfin, on en a trop fait, disons, je crois, pour Thierry. Alors que les filles, bon, elles ont poussé toutes seules, mais Thierry, dès tout petit, il y avait des soucis. Donc, je crois que j'étais trop derrière Thierry, en fin de compte. Pareil. J'ai eu des petites choses, mais je sais que j'ai été mieux... Enfin, j'ai eu plus de chance que mon frère et ma sœur, parce que maman a toujours fait une bonne éducation pour mon frère et ma sœur et tout. Et moi, on a eu un peu plus de divergence. Enfin, j'allais à l'école tout seul. Quand j'étais petit, mon frère et ma sœur l'ont jamais fait. Et de divergence entre qui et qui? Entre moi et mes frères et sœurs. Ah oui. Et mes frères et sœurs ont été éduqués, enfin, normalement par rapport à moi. On va dire que moi, j'ai été beaucoup plus libre que mes frères et sœurs. Ah, tu pensais comme ça, toi. On apprend tous les jours, hein. Je regardais. C'est pour ça, je pense que j'ai été méchant. C'est parce que je me suis sentie plus libre, en fait, que mon frère et ma sœur. Bah, je vous remercie de m'avoir donné cette explication que je n'avais pas jusqu'à présent. Donc, tu t'es sentie plus libre? Ouais, beaucoup plus libre que mon frère et ma sœur. D'accord. Je vous laisse y réfléchir. On se retrouve juste après le message de la rédaction. À tout de suite. Étudiants, vous avez recours à la drogue ou aux médicaments pour surmonter le stress des examens. Pour payer vos études, vous vous prostituez occasionnellement. Votre enfant est étudiant et vous craignez qu'il bascule dans l'alcool. Pendant vos études, vous vous êtes mis en danger à force d'excès en tout genre. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de Marie. Elle ne voit ses enfants que 15 jours par an depuis qu'elle s'est installée en Afrique pour une mission humanitaire. Je n'ai aucun regret parce que ce que je fais aujourd'hui en Afrique, je ne l'aurais jamais fait en restant avec vous et en restant avec papa. Et aussi l'histoire d'Alain. À l'inverse, ce papa poule ne supporte pas d'être éloigné de ses enfants plus de quelques heures. On m'a déjà appelé 6 fois, hein, tu le sais. Tu m'as appelé 6 fois. Oui, mais ce matin, il t'a appelé. Si votre fille partait travailler à l'étranger pour tenter son expérience, vous auriez le courage de lui dire bonne chance? Non. Ou encore l'histoire d'Irène et Joe. Avec un fils à La Réunion et l'autre en Californie, ils voient très peu leurs petits-enfants. Alors ils ont décidé de jouer les grands-parents pour des enfants qui en sont privés. Je pense que le but de la vie, quand même, c'est de faire des enfants et d'avoir des petits-enfants, mais aussi d'être près d'eux. Nous avons pensé que le grand parrainage allait nous apporter cela, être vraiment des grands-parents. Alors comment reprendre le contrôle de son enfant, c'est la question du jour. Qu'est-ce que vous pensez des réflexions de votre fils? Je suis très surprise. Effectivement, comme il le dit, on habitait dans un quartier où il était scolarisé tout à côté, donc il est allé à l'âge de 7-8 ans en classe tout seul, sur le même trottoir. Mais de là à dire qu'il a été plus libre, alors que depuis qu'il est au collège, je fais toutes les entrées, toutes les sorties, quels que soient les horaires, justement parce que j'ai peur, pour répondre à la question à laquelle vous me posiez, à savoir que je ne l'ai jamais laissé rentrer avec des copains, de peur des influences, de peur de ce qu'il aurait été capable de faire. Voilà. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été particulièrement cool? Non, j'ai pas le sentiment qu'il a été très libre. Et pourtant, c'est ton sentiment à toi, profond. Ouais. Et je suis sûre qu'au fond, j'ai été beaucoup plus libre que mon frère et ma sœur. C'est-à-dire que en fait, t'as poussé pour essayer de trouver tes limites, tu penses? Ouais. J'ai toujours poussé maman à bout, mais toujours. Je l'ai toujours fait. Alors tu dis ça avec un grand sourire, mais qu'est-ce que tu repenses au fond de toi? J'ai honte, mais comme on part dans le passé, aujourd'hui, je vais pas dire que voilà. On va pas en pleurer aujourd'hui, alors qu'on l'a déjà fait assez avant. Il y a une pointe de fierté aussi? Pas de fierté. J'aurais honte d'être fière de ce que j'ai fait, endurer à ma mère. Mais voilà.
Qu'est-ce que tu en penses, Sophie, de cette jeunesse-là? Ben, il dit qu'il est libre et que c'est pour ça qu'il n'a pas été bien avec sa mère, mais moi j'étais libre et... C'est pour ça aussi. Moi c'était pareil, mais plus Trop on libre. est libre, justement... Très libre, ouais. Très Trop libre. Non, pas trop, mais très. J'étais libre, mais moi c'était pareil, mais j'en voulais pas à ma mère, quoi. J'étais toujours dehors, même si j'avais des prises de tête. Ouais. Mais tu provoquais, tu cherchais tes limites aussi? Faut lui demander. Oui, et d'ailleurs, elle provoque toujours. Et là, c'est encore plus difficile, d'autant qu'il y a un petit enfant. Et Sophie, elle est provocatrice. Et en fait, elle s'énerve et elle regrette après. Elle dit, je peux pas faire autrement, je suis obligée de... Il faut savoir laisser passer. C'est difficile. Geneviève, quand on a un enfant qui provoque, donc qui cherche quelque chose, qui cherche une réaction de ses parents, soit une position dure, soit une position souple, soit une démonstration d'humour. Le terme de provocation, c'est le terme des parents, parce qu'ils le prennent comme une tentative de les faire réagir. Ouais, mais en fait, déstabiliser, sans doute. Oui, mais cette tentative, elle veut voir où sont les limites et qu'est-ce que les parents pensent d'eux. C'est qu'est-ce que tu penses de moi et est-ce que tu penses à moi? Parce que sinon, si c'est indifférent, quel que soit mon comportement, je grimpe sur la table et c'est pareil que quand je me tiens bien. C'est pire. C'est pire. Oui. Voilà. Trop libre, vous pensez que c'est possible? Trop libre, c'est indifférent. Ça serait de l'indifférence. Et on voit bien dans ce que racontent ces jeunes gens ici, c'est pas trop libre. Les parents essayaient de trouver une adaptation avec leurs limites à eux, ce qu'ils pouvaient mettre comme limite, avec les ratés que tout le monde peut avoir dans l'éducation. Il ne faut pas culpabiliser pour ça. Vous n'avez pas vu votre fille grandir ensuite? Vous ne l'avez pas vue devenir grande? C'est-à-dire que moi, je me suis séparée donc de son père en 2003. Elle avait 13 ans. Et depuis là, tout s'est chamboulé en fait. À 13 ans, Sophie, c'était quelqu'un de gentil, mais qui ne s'exprimait pas beaucoup, c'est vrai. Mais j'avais eu aucun problème avec elle jusqu'à l'âge de 13 ans. Je n'ai même pas vu qu'elle était devenue adolescente. Et c'est ensuite, après la rupture, où je me suis retrouvée seule avec mes 3 filles, où elle a commencé à sortir, à avoir des amis, et elle a complètement changé. Parce que je me suis dit, mon père, il n'est plus là, donc je vais pouvoir faire ce que je veux. Parce qu'il donnait trop de limites, justement. Oui, il était très... Ma mère, elle en donnait peu, et c'est là que j'ai commencé à changer, à sortir. En fait, je savais les limites que ma mère me donnait, mais c'était juste pour l'énerver, quoi, que je faisais. J'ai dit, c'est bon, tu m'as dit que quand on se réplique avec papa, eh ben, j'allais être libre. Ben là, j'ai été libre, mais trop libre, en fait. Trop libre. Et tu regardais les réactions de ta maman? Tu essayais de voir comment elle allait réagir? Non, je savais comment elle réagissait, mais le problème, c'est que je savais que je m'énervais, mais que j'allais jamais lui dire pardon. Il fallait qu'elle en reparle pour que je lui dise, ouais, mais c'est du passé, c'est bon, c'est fini. Excuse-moi. Mais je regrettais, parce que je pleurais quand j'étais toute seule, quoi. Quel regard vous portiez sur les mères ados avant de vous apercevoir que votre fille était une mère ado? Moi, je ne comprenais pas que les parents s'en aperçoivent pas. Je me dis comment on vit avec quelqu'un tous les jours et qu'on ne voit pas. Franchement, en plus, j'ai 3 filles. Je leur ai fait de la prévention. Je leur ai dit, n'ayez pas d'enfants avant 25 ans, profitez de votre jeunesse. Et c'est pas l'aînée, j'ai une fille aînée, c'est la deuxième. Et à 15 ans, savoir qu'elle est enceinte. Apprendre qu'elle est enceinte, elle avait quand même 4 mois de grossesse. Comment vous avez réagi? Sur le coup, j'ai les jambes coupées et j'étais... vraiment liquéfiée, on dira. Elle m'a fait peur. Hein. C'était difficile parce que, en même temps, je me doutais que c'était ça parce qu'elle m'a appelé au travail en me disant, maman, ça fait 3-4 mois que j'ai pas mes règles et j'ai mal au ventre toute la nuit. C'est clair. Mais j'avais quand même un doute. Tout de suite, j'étais voir un docteur et effectivement. C'est subliminal, c'est rien passé. J'ai plus mes règles depuis 4 mois et j'ai mal au ventre. Voilà. Et je me dis, mais comment tu t'es pas aperçu que ça pouvait être ça? Et puis j'ai l'impression que vous êtes surprise que votre fille ne vous ait pas parlé de sa sexualité. Oui, mais voilà, surtout que moi, je suis ouverte. J'aurais toujours... si vous avez besoin, vous venez me voir. Sa sœur aînée, elle était venue me voir quand elle a eu besoin de la pilule, quand elle a commencé à avoir des relations. Enfin, je veux dire... tu en as parlé avec personne, même pas avec ta grande sœur? Ah non, non. Alors justement, conflit avec sa grande sœur. Donc il fallait le garder, ce petit? Oui, elle commençait l'apprentissage. Je l'ai su le vendredi, elle commençait le lundi son apprentissage. Donc, il a fallu que j'appelle le centre d'apprentissage. J'ai eu le directeur, mais moi, j'avais vraiment un sentiment de honte. Je n'osais pas lui dire. J'étais dans tous mes états. Et lui m'a dit, mais rassurez-vous, madame, ce n'est pas grave. C'est déjà arrivé à d'autres. D'ailleurs, j'ai d'autres filles qui sont apprenties. Voilà, donc c'était tout simple. C'était facile. Tu l'as fait, ton apprentissage?
3 mois. Le trimestre, puisqu'elle a accouché au bout du premier trimestre, enfin à la fin du trimestre. Donc maintenant, tu t'occupes de ton petit? Comment ça se passe? En fait, jusqu'à ces 10 mois, je suis restée avec lui. Après, en fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas rien faire. Là, je suis en train de faire une formation depuis 4 mois. Et je finis en mars. Après, je vais décrocher un contrat de travail. Puis ça se passe bien. Le petit, il est chez la nourrice, tout ça. Tu comptes rester chez ta maman longtemps? Non, 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 non. Tu comptes partir? Elle aimerait bien. Je veux un appartement. Et les services sociaux, au début, ils m'ont dit oui, c'est bon, ça va être à la fin du mois. Et à la fin du mois, rien. Et moi, j'attends un logement pour être indépendante, pour être tranquille, quoi. Pourtant, le soutien de ta maman, ça doit être précieux pour s'occuper du petit, non? Ouais. Mais seule, ce sera encore mieux, quoi. Ce sera pas trop dur? Non. Je me sens mieux seule, en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a à la maison qui fait que tu te sens pas bien? Et qu'est-ce qu'elle a? Non, ma mère, ma sœur. En fait, je suis. Tout le monde l'énerve. Voilà. Dès que je suis énervée, il faut qu'il n'y ait personne vers moi, il faut que personne me parle. Pas lui parler. Je pose la question à Eugénie qui est avec nous en coulisses. Quel regard vous portez sur toutes ces histoires, Eugénie? Moi, je me sens un peu loin de tout ça, parce que j'ai quand même évolué depuis le temps, mais ça me passionne en tout cas. Hein. Ça vous rappelle des souvenirs? Vous comprenez des choses sur votre comportement? Oui, je continue à comprendre encore des choses sur mon comportement, mais on va dire que moi, je soutiens profondément celle qui est enceinte. Voilà, celle qui a été enceinte. Voilà. Odile, vous trouvez aussi que votre fille évolue bien? Elle est formidable, elle est formidable là. Et pourtant, ça n'a pas été toujours facile, donc ça va être beaucoup d'espoir pour beaucoup de parents. Elle nous a fait passer des larmes de tristesse et de peur, de stress, aux larmes de joie et de bonheur là. De peur pour son avenir, comme le disait Sylvie. Elle était ailleurs, dans un autre monde, la drogue, le sexe, l'alcool. Et puis les vols, les vols, les squats, les gardes à vue, les choses comme ça, c'est très violent. Si jeune. C'est un autre monde. Et là, on se dit, mais comment on va faire pour aller la chercher? Comment c'est possible? Comment on fait? Alors, vous avez essayé le séjour de rupture. En tout, elle est restée presque 1 an au Bénin. En fait, elle a fait 3 séjours de 3 mois. Ça, c'est ton 4e, là. C'est son 4e séjour de 3 mois. Donc, elle fait des séjours de 3 mois et elle revient à peu près 15 jours, 3 semaines. Et là, voilà. on est dans les 15 jours, 3 semaines avant qu'elle reparte, là, au mois de février. Et voilà ce que donnent les retrouvailles. Aujourd'hui est un grand jour pour Odile. Elle va revoir sa fille Eugénie qui vient de passer près d'1 an au Bénin dans le cadre d'un séjour réservé aux adolescents difficiles. Odile y a envoyé sa fille qui sombrait dans la délinquance. Dans mon esprit, je me disais, elle va finir en prison, elle va faire quelque chose de très grave. Elle est sur une pente où je ne peux pas l'arrêter, elle glissait et je n'avais aucun moyen. Donc je me suis dit, c'est moi qui l'ai mise au monde, je vais moi-même arrêter ça. Donc là, le Bénin, pour moi, c'était ma dernière chance. Voie 1, c'est voie 1. Non, voie I. Ça doit être là. Oh, c'est là. Oh, c'est là. C'est là. Je suis contente. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est bon. Oh là là. Eh ben, ça va. Ça va, t'es pas trop mec, ça va, t'es entière quand même. Ah, comment vas-tu? Oh là là. Alors, comment ça va? Avant son séjour au Bénin, Eugénie est déjà passée par de nombreuses structures pour adolescents en difficulté, sans succès. De retour dans la maison familiale, elle va devoir regagner la confiance de ses proches et surtout celle de sa grande sœur, Margot. C'est ce que j'expliquais à maman pendant que t'étais pas là, et que parce qu'on avait quand même encore, à certains moments, on se demande comment tu vas revenir, comment tu vas te sentir dans la maison. On est en train de reconstruire des liens, mais on n'est pas encore prête totalement, tu vois, je te confierai pas 1 500 € tout de suite maintenant, quoi. C'est vrai que j'ai envie que vous soyez à 100%, que vous ayez 100% confiance en moi, et je sais que ça va être dur, mais je sais que je suis bien partie, et je sais que vous êtes là, et je sais qu'on est toutes là. Et donc si on est toutes là, j'y arriverai. Mais la tâche est compliquée. Eugénie a ramené des vidéos de son séjour. Odile va découvrir des images de sa fille comme elle ne l'avait jamais vue. Moi, c'est les premières images que je vois d'Eugénie et ça fait quand même 1 an maintenant qu'elle est partie au Bénin et c'est les premières images que je vois d'elle.
Dès que je les entends, ça m'a fait direct... Parce que c'est difficile là-bas quand même. Des conditions dures. Et on les a partagées avec eux en fait. C'est là où on mesure en fait complètement le chemin qui a été parcouru. C'est énorme. Non, puis c'est beau, c'est des belles images. Puis je te sens bien, donc... C'est bizarre hein, quand on revient, quand tu reviens dans ta famille et que t'as foutu la merde. Enfin, ça fait, je sais pas, je me sens à l'aise, mais un peu triste. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être un peu honte de ce que j'ai fait, quoi. Et de voir comment les gens m'accueillent, comment ils sont heureux de me voir, alors que moi, je leur ai fait trop mal, quoi. Je pense surtout, par exemple, au clash que j'ai eu avec mes sœurs, où je revois des images de ma mère qui pleure, ou des trucs super... Je pense à ça aussi quand je suis au Bénin. Je pleure des fois, je passe des journées à pleurer. Quand t'as fait du mal beaucoup à ta famille, comme ça, c'est horrible après quand t'as évolué et que tu te remets justement tout ce que t'as fait, tout ça, moi ça me prend la tête quoi. Puis maintenant je vais essayer de tout faire pour rendre ma maman heureuse. C'est ma maman qui a le plus souffert. Je suis désolée et je vais tout faire pour que ça aille mieux. Elle est bien mignonne cette jeune fille. Il est beau son portage. Il est bien son portage? Qui a dit ça? C'est moi. C'est ça. Ah oui, votre sœur? Ouais. J'étais pas là en fait pour son retour et je trouve qu'il est très bien fait ce reportage. Oh, bah, merci pour l'équipe. C'est vrai, chapeau. Et j'ai l'impression que vous retrouvez votre sœur. Ah moi je l'avais perdue, oui. Oui, je l'avais perdue. Il y a eu une grande période de vide par rapport à son attitude pendant très longtemps. Très longtemps parce que j'étais imperméable à la tolérance avec elle. Vraiment, j'étais toujours dans le conflit parce que je ne supportais pas le mal qu'elle pouvait faire dans la famille qu'on essayait de construire et qu'on essayait de garder voilà, au quotidien. Et c'est vrai que c'est pas facile avec quelqu'un qui tout le temps essaie de détruire quoi qu'on puisse mettre en construction, quoi. Alors c'est quoi le pourquoi, l'explication? Eugénie? L'explication? Oui. J'y réfléchis encore. Je ne peux pas vous répondre tout de suite. Il ne faut pas culpabiliser sans réfléchir, parce que ce serait bête, quoi. Ce serait juste se sentir mal sans pour autant avancer. C'est vrai. Alors pour l'instant, vous en êtes où sur le chemin? Pour l'instant, moi, je veux avancer. Je serais plutôt du côté, je commence des formations, là. Je vais commencer des formations au niveau BAFA et BAPAT. Pour être éducatrice? Voilà, c'est ça. Pourquoi vous avez été si loin dans la délinquance, dans les provocations de tout genre? Parce qu'on ne m'arrêtait pas. Oui, Mathilde. On m'arrêtait, mais sans m'arrêter, quoi, parce que la seule qui pouvait m'arrêter, c'est moi. C'est moi qui ai pris la décision de changer. Quand on est dans un truc comme ça, on s'enferme dans un monde. Ouais, personne peut vous aider. C'est soi-même qu'on prend le choix de s'en sortir ou de pas bouger, quoi. Et pourquoi c'est possible ailleurs et pas ici? Je sais pas. À cause des relations, comme disent les parents? Sûrement, oui. Sûrement. C'est à 13 ans que ça a commencé à chauffer, Eugénie, si j'ai bien compris? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à cet âge-là de particulier? Parce qu'on voit que l'adolescence arrive à n'importe quel âge. De particulier, à 13 ans, j'étais où, maman? Comment ça a commencé? Tu étais où? Beaucoup dans la rue. Déjà des scolarisations, les fréquentations, l'alcool. J'étais beaucoup dans les drogues, on va dire. Beaucoup dans les drogues. Je rentrais pas à la maison du tout. Je passais mes nuits en boîte de nuit. Et qu'est-ce qui était insupportable à la maison? Je sais pas, c'est les gens, j'avais pas envie de voir ma mère, j'avais pas envie de voir mes sœurs, j'avais envie de voir personne. J'avais envie d'être toute seule. Il y avait plus de communication déjà. Juste mes amis. C'était une vie heureuse? Je pensais que c'était une vie heureuse. Les parents sont souvent désarçonnés. Est-ce qu'il faut avoir peur de passer le relais quand on sent qu'on n'y arrive plus?
Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on a besoin, par moment, de faire des pauses. On n'est pas dépossédé de son enfant. On continue à être préoccupé de l'enfant, mais on peut... se décharger un petit peu, ne serait-ce que pour pouvoir supporter ce qui se passe. Passer la charge à un internat, par exemple. Un internat, à condition qu'il n'y ait pas rupture de la communication, dans la mesure où on continue à être le parent, le référent, et qu'on continue à être acteur de la vie de l'enfant tant qu'il en a besoin. Et voilà. On est là, quoi. La situation du Bénin, c'est la même. Enfin, on sent bien que vous étiez extrêmement présente dans la prise de décision et que vous ne lâchiez pas dans votre tête. Pourtant, ça m'a été reproché. J'étais trop laxiste, j'étais trop libérale, j'étais trop mais pour moi, c'était vital qu'il y ait de la non-violence chez moi à tous les niveaux, ni verbal, ni physique, parce qu'elle venait par le biais d'Eugénie. Eugénie amenait la violence, la pression, le stress, donc il fallait absolument que de l'autre côté, il n'y ait rien. Aucune prise, aucune accroche. Mais peut-être que dans votre tête, comme vous dites, et votre grande fille également, il y avait une énergie qui était dépensée du côté de résister et garder la ligne que vous vous étiez fixée. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas tomber. La dégringolade ne va pas continuer comme ça toute seule. Et moi, je regarde la dégringolade se faire. On tenait le cap. On tenait le cap. On disait à Eugénie, mais enfin, on est dans un bateau, toutes les quatre, puisqu'on est des... Et on lui disait, nous, on est en train d'écoper, et toi, tu nous remets de l'eau dedans, quoi. Oui, alors là, c'est la dimension culpabilisante. Ouais, ça doit être dur à supporter aussi. On disait, mais attends, aide-nous, on est dans la vie au même titre que toi. Elle demande à être aidée, vous lui demandez de l'aider, elle est dans la position de la victime et du bourreau. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même de plus important, Eugénie, là-bas? J'ai vu que j'étais plus forte physiquement et j'ai beaucoup appris à respecter les gens, à écouter les gens et à me faire écouter. En écoutant, on arrive à se faire écouter? Alors ça, c'est une découverte. Hein. Non, mais j'arrive à écouter plus les gens, en fait. Alors qu'avant, non, je m'écoutais que moi. Et les gens... Bravo en tout cas pour votre recul par rapport à votre histoire. Sophie, Paul-Édouard et bien sûr Eugénie. Et bon courage aux mamans qui sont venues nous ouvrir leur cœur. À bientôt.